Solène Blanc, quelle est l'audience de Beaux-Arts Magazine? Beaux-Arts Magazine, c'est un tirage de 72 000 exemplaires chaque mois et ça en fait très certainement le magazine d'art le plus lu, non seulement en France, mais au monde. En tout cas, on n'a trouvé nulle part un magazine d'art qui avait une audience et un tirage aussi important. Pour nous, c'est important aussi de le dire, c'est un peu une exception culturelle française et ça démontre à la fois l'engouement qu'on peut créer autour du plus large public sur l'art et la culture et puis aussi la capacité de notre rédaction à traiter à la fois de sujets très pointu, mais le rendre par les histoires qu'il raconte vraiment accessible et attractif pour un très large public. Qu'on ait autant une référence pour les professionnels qui lisent Beaux-Arts Magazine et pour qui c'est une vraie référence, une vraie assurance de sérieux dans les sélections et les décryptages et les analyses qui sont faits, mais on cible vraiment un public le plus large qui peut être amateur ou juste touché par un sujet ou qui a envie de découvrir quelles sont les expositions du moment. Donc on s'adresse vraiment à tout le monde et en fait une prise en main vraiment très importante. Le magazine est beaucoup lu, relu et conservé. Les gens le gardent parce que y a toujours une histoire ou un angle que vous allez découvrir dans le magazine auquel vous n'aviez pas pensé. Alors vous êtes aujourd'hui donc la directrice générale de Beaux-Arts Annecy qui regroupe donc en fait beaucoup d'activités autour du secteur culturel. Quelles sont vos missions exactement? Mes missions chez Beaux-Arts et compagnie, donc en tant que directrice générale, c'est d'animer ce formidable collectif qui est à la fois un groupe de médias et puis depuis mon arrivée et impulsé par notre nouvel actionnaire, le nouvel actionnaire du magazine, Frédéric Jousset, qui est vraiment plus qu'un média, également une entreprise qui amène l'art et la culture dans tous les secteurs de la vie, du grand public, de l'entreprise, en France, à l'international. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un projet qui soit à la fois de renforcer, faire vivre le média Beaux-Arts Magazine et également de développer d'autres médias et d'autres opportunités de faire connaître l'art et la culture au plus large public. Bâtir un projet culturel, c'est quelque chose qui est toujours ambitieux, qui suppose plusieurs parties prenantes, public, privé, généralement les deux ensemble. Pourquoi cette complexité finalement? Est-ce que c'est dû à la nature particulière du secteur culturel? Le fait qu'il y ait à la fois des acteurs publics et privés qui interviennent dans le secteur, je pense que c'est quelque chose qui est assez sain. On est quand même sur un secteur où on est vraiment sur des missions d'intérêt général, donc évidemment l'impulsion du public est essentielle et en même temps le privé et l'entrepreneuriat, la dynamique qu'on peut impulser sont essentiels pour être aussi des moteurs de transformation et d'évolution du secteur. Donc peut-être qu'il y a une complexité là-dedans, mais moi j'y vois surtout une grande richesse à faire travailler des acteurs qui viennent de différents écosystèmes. Puis le but c'est justement peut-être de préserver les missions d'intérêt général que certaines institutions doivent poursuivre. Tout à fait, nous on travaille beaucoup sur tout ce qui est vraiment aussi soutenabilité des modèles économiques. Il est essentiel pour les institutions, pour les collectivités de pouvoir amener des solutions d'art et de culture, mais qui trouvent aussi un modèle économique pérenne. Donc on est là aussi pour donner cette vision-là, cette impulsion. On a développé une activité de conseil, Beaux-Arts Consulting, qui accompagne collectivités, institutions, mais aussi acteurs privés, dans des projets d'art et de culture qui ont forcément une mission d'intérêt général et qui, en même temps, doivent trouver un équilibre et une pérennité. Alors en France, la culture occupe une place à part, on pourrait dire, avec beaucoup de fondations notamment qui ont permis à des entreprises d'investir ce champ, notamment ces dernières années, ces dernières décennies. Pourquoi cette volonté de leur part? On porte beaucoup la vision d'une responsabilité sociétale et culturelle des entreprises. On se dit que ça fait vraiment partie aussi de la mission de toute entreprise de porter la culture auprès de ses collaborateurs, mais aussi de participer de la place de l'art et de la culture dans la société. Pour les entreprises, je pense que ça répond à un vrai enjeu sociétal. Et puis, évidemment, la culture, c'est ce qui apporte une dimension très aspirationnelle. C'est aussi ce qui crée du lien. Donc, pour les entreprises, c'est essentiel à la fois dans l'image qu'elles peuvent renvoyer et la façon dont elles peuvent fédérer leurs partenaires, leurs collaborateurs. Alors aujourd'hui, les grands acteurs culturels sont publics comme privés. Pensez-vous qu'il y a une sorte de concurrence entre les différentes institutions qui veulent toutes attirer du public? On pense par exemple au fait que les grandes marques de luxe, par exemple, ces dernières années ont développé des musées dans le domaine de l'art contemporain, par exemple, et qui parfois peuvent éventuellement faire de l'ombre, y compris même côté financement, à des institutions publiques. Qu'est-ce que vous en pensez de cette dynamique? Moi, je vois pas ça vraiment comme une concurrence, plutôt comme quelque chose. Alors, une saine stimulation. De toute façon, la concurrence, c'est toujours très, très sain. Ça amène aussi de la créativité, d'autres idées, d'autres façons d'aborder la culture. Et puis surtout, ça fait grandir l'image de l'art et de la culture auprès du grand public. On le voit finalement aussi à travers nos activités de guides conférenciers, nos activités d'édition et de hors-série d'albums et de catalogues d'exposition. Ce sont des marchés qui sont en croissance. Donc, je pense que la demande d'art et de culture, elle est croissante et que
plus on a d'acteurs qui offrent des propositions attractives, plus le public se nourrira de ces choses-là. L'art contemporain concentre beaucoup d'attention de par sa valeur symbolique, on pourrait dire, mais également marchande. Est-il pertinent, selon vous, de considérer l'art comme un marché avec des cotes, avec des transactions? L'art et la culture, c'est, on va dire, une valeur inestimable par ce que ça amène, par les valeurs que ça porte, par les interrogations et le reflet de la société que ça amène. C'est aussi un marché qui a une valeur marchande, parce que sinon ce marché n'existerait pas, ou alors serait uniquement un marché subventionné. Et on sait que c'est évidemment délicat d'avoir un marché qui n'existerait que par les pouvoirs publics. Donc il faut qu'il y ait cette valeur-là. Donc le marché de l'art, il est sain, parce que c'est aussi par le marché, par les galeries, par les maisons de vente que les artistes se font connaître, qui peuvent dépasser les frontières. Oui, l'art est aussi un marché et c'est une chose qui est saine. Paris occupe aujourd'hui une place importante, j'ai l'impression de plus en plus importante, avec des événements comme Art Paris récemment au Grand Palais, ou l'édition parisienne d'Art Basel qui est plutôt à l'automne. Existe-t-il là encore une concurrence entre les capitales, entre les pays, pour attirer les acteurs de l'art et de la culture, selon vous? Alors on voit vraiment que l'art et la culture sont devenus des vrais vecteurs de rayonnement et d'attractivité pour les territoires, que ce soit d'ailleurs à l'échelle d'une ville, d'une région, d'un pays. Donc évidemment, il y a une forme de concurrence, là encore une concurrence plutôt saine. Paris tire très bien son épingle du jeu parce que Paris est le Grand Paris. On a évidemment tout un patrimoine qui est absolument incroyable, mais surtout on a une dynamique des industries culturelles et créatives qui est extrêmement vivante et vivace. Donc on soutient aussi beaucoup ça. On a fait récemment une étude avec Paris Capitale Économique et la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France sur la façon dont l'art et les industries créatives étaient des moteurs d'attractivité pour le Grand Paris. Et c'est vrai que des entrées d'acteurs comme Art Basel, qui a repris le créneau de la FIAC et qui est devenu Art Basel Paris, jouent dans cette dynamique en faisant venir une clientèle très internationale. Et on voit que Art Basel, donc l'historique marché de foire de l'art contemporain à Bâle, est en train de se faire petit à petit dépasser par Art Basel Paris, parce que la proposition autour du Grand Palais, autour de toute cette effervescence artistique de Paris, attire aussi très largement. Et on pense d'ailleurs que c'est au-delà du grand public, des amateurs d'art, des collectionneurs d'art, c'est aussi un atout pour les entreprises, parce que finalement, pour faire venir des talents, il faut que vous ayez un contexte et un écosystème qui soit attractif, vivant, qui stimule aussi l'innovation. Moi, je crois beaucoup au fait que l'art peut entrer en dialogue avec l'entreprise, avec les scientifiques, que c'est un vrai vecteur qui permet de casser un peu les codes, de voir les choses différemment, créer un peu des étincelles entre des univers qui se connaissent mal, mais finalement c'est comme ça qu'on impulse de la créativité. Alors c'est également la directrice générale du fonds Art Nova. Alors quel est le rôle de ce fonds? Art Nova, c'est un fonds d'investissement dédié aux industries culturelles et créatives. Donc dans Art Nova, on va trouver le groupe Beaux-Arts et compagnie, qui depuis la création de Beaux-Arts Magazine, il y a un peu plus de 40 ans maintenant, est devenu aussi un groupe dans lequel on a intégré plusieurs sociétés qui contribuent à cet écosystème artistique et culturel. Donc Point Parole, une agence de guide conférencier vraiment de référence. Artips, qui fait également des newsletters et des plateformes de culture générale et de transmission, de vulgarisation de savoirs complexes. On a intégré aussi dans le groupe le salon CITEM pour les professionnels de l'art. Donc ça, on va dire, c'est notre pôle majoritaire, un peu cœur de Art Nova. On a un pôle Art Nova Capital qui est plus dédié à l'investissement minoritaire dans des sociétés qui sont en train de participer à la transformation et à la diffusion plus large de l'art et de la culture. Et puis enfin Art Nova Patrimoine, qui à la fois recouvre des lieux en lien avec le patrimoine, comme le Relais de Chambord, qui est donc de l'hôtellerie. On est en train de créer aussi le Relais d'Amboise au pied du château. Mais on a également investi et rénové le Hangar Y, qui est un magnifique hangar à dirigeable qui date de 1878, dans la forêt de Meudon, au pied de l'étang de Chalais conçu par André Lenôtre. C'est un parc de 10 hectares qui est devenu un parc de sculpture, d'art contemporain, qui est devenu aussi un lieu où il y a des expositions, des expériences immersives, de l'événementiel. Ça, c'est un très beau projet. On est signataire d'un bail amphithéotique de long terme avec l'État. Donc le lieu appartient à l'État. On l'a entièrement rénové à nos frais. On va l'opérer pendant les 35 prochaines années. On l'ouvre au public. Il était fermé depuis les années 70. Donc c'est un formidable exemple de coopération aussi entre le public et le privé, qui permet d'offrir de nouvelles propositions qui font dialoguer le patrimoine et l'art contemporain. Alors on dit parfois qu'on valorise beaucoup les artistes disparus au détriment de la jeune création. C'est une critique qui revient parfois. Quel est votre sentiment sur le sujet? Est-ce que c'est effectivement le cas
en pratique? En pratique, je dirais pas ça. Je pense qu'il y a effectivement les artistes historiques ou des périodes modernes où nous on remonte jusqu'à l'art pariétal, donc ça va assez loin. Donc évidemment, qui suscite un grand engouement du public. Mais notre vocation et celle des acteurs du marché de l'art et de la culture, c'est aussi de faire découvrir la création contemporaine. Faire découvrir la création contemporaine, ça peut être à travers des lieux qui leur sont dédiés, des résidences d'artistes. On accompagne aussi beaucoup les entreprises ou les marques pour trouver des artistes qui peuvent valoriser leurs valeurs. Ça, c'est intéressant aussi de mettre des artistes en prise avec des enjeux d'entreprise ou des enjeux de société. On le fait beaucoup avec Beaux-Arts Institute, qui est notre entité qui est dédiée à la production d'événements artistiques, qui fait le lien avec le monde de l'entreprise ou avec des enjeux sociétaux ou de responsabilité sociétale et écologique. Et les artistes contemporains sont des formidables capteurs de notre temps, donc c'est vraiment important de les valoriser. On pourrait se dire que les artistes français pourraient être encore mieux valorisés à l'international, ça c'est peut-être plus la critique qu'on peut entendre, donc il y a un vrai enjeu effectivement à faire connaître notre scène artistique française et à la mettre en dialogue avec les scènes artistiques internationales. Nous on œuvre aussi beaucoup dans notre branche Beaux-Arts Consulting sur le fait de développer des lieux culturels et artistiques à l'international et faire découvrir aussi des scènes locales, que ce soit au Moyen-Orient, en Asie, à des pays qui sont peut-être plus émergents sur la dimension artistique et culturelle et les mettre aussi en dialogue avec des artistes français et internationaux. On pense que c'est aussi la façon dont on va créer des vrais ponts, des vrais dialogues entre les cultures et on peut dire que, alors qu'on vit aujourd'hui avec les tensions géopolitiques qu'on a, l'art c'est aussi une façon de créer des imaginaires communs. Cette dynamique artistique et l'art contemporain peut être un vrai levier pour créer et dépasser les conflits. Vous abordez un peu ce sujet dans le contexte effectivement politique très, très compliqué qu'on vit actuellement, notamment sur le plan international, mais également en Europe. Est-ce que vous êtes inquiète effectivement par rapport à la place, on pourrait dire, que la culture, l'art pourrait demain occuper ou éventuellement perdre? Évidemment, quand on parle de zones de conflit, d'obscurantisme, on sait que l'art et la culture sont quand même souvent parmi au-delà des victimes humaines, les premières victimes qui sont ciblées, parce que c'est très symbolique, parce que c'est très représentatif d'une civilisation, d'une nation. Il y a un vrai enjeu à préserver ça, donc nous on alerte évidemment sur tout ce qui peut être culture en danger. Il y a des acteurs qui sont là aussi pour aider à préserver ça. Notre rédacteur en chef, au tout début de la guerre en Ukraine, avait organisé une grande exposition à Kiev dans des containers avec plein d'artistes contemporains, JR et d'autres artistes qui s'y étaient associés. Quand les talibans ont repris le contrôle de l'Afghanistan, on avait aussi lancé un appel pour soutenir les artistes afghans, notamment exilés, ou les aider à sortir du pays où ils ne pouvaient plus exercer. À l'inverse, il y a des pays qui s'ouvrent à la culture, je pense au Moyen-Orient notamment, des pays qui pouvaient peut-être être complètement fermés là-dessus et où au contraire ce sont des vrais vecteurs de changement et d'avancée sociétale. Nous on est là à la fois pour aider, je dis nous, le groupe Beaux-Arts et compagnie, mais globalement on va dire les acteurs de l'écosystème culturel et artistique pour aider à, on va dire, faire face aux conflits et puis aussi donner plus de place à l'art et la culture qui sont nos imaginaires de demain. On est en train de monter un grand projet, les Odyssées, qui va fédérer des acteurs qui sont des décideurs et des dirigeants d'entreprise avec des acteurs du monde de l'art, des créateurs, des artistes, des auteurs, mais aussi des philosophes, des géopolitologues, tous ces gens qui nous aident à mieux comprendre ou percevoir ou rendre sensible le monde qui nous entoure pour que les gens soient plus éclairés aussi dans leurs décisions, y compris leurs décisions en tant que chef d'entreprise. Moi, je crois beaucoup au fait que l'art et la culture sont aussi des vrais leviers pour prendre conscience et ensuite prendre des vrais choix et des vraies décisions stratégiques.